Elizabeth Foster, récemment enceinte, venait d'emménager avec son mari, Robert Davis, dans une maison victorienne de 3 étages dans la banlieue nord de Boston. Le portail en fer s'ouvrit en grinçant, révélant une petite cour gorgée d'eau. Elizabeth sortit de la voiture, serrant bien son manteau autour d'elle et se tourna vers son mari. « Mon Dieu, Robert, cette odeur. La sens-tu » demanda-t-elle, le visage plissé d'inquiétude. « Ouais, probablement parce que la maison est vacante depuis quelques mois. »« Je vais ouvrir un peu toutes les fenêtres pour l'aérer, » répondit Robert, sa main tremblante alors qu'il fouillait avec les clés pour déverrouiller la porte d'entrée. Ils entrèrent et immédiatement un souffle d'air froid et humide frappa leur visage. L'odeur de moisi collait au mur comme de la moisissure dans une cave. Une faible lumière filtrait à travers les vitres poussiéreuses, juste assez pour révéler le gémissement des vieilles planches de bois sous leurs pieds. Les murs tachés de gris ressemblaient presque à de la peau malade. Elizabeth frissonna. « Tu es sûr ? Allons-nous vraiment vivre ici » demanda-t-elle, la voix pleine de doute. « Vous savez, nous ne pouvions rien nous permettre en ville. Avec notre budget, c'est la meilleure option. Vous vous y habituerez. »« Je vous le promets, » dit Robert en essayant de sourire. Elizabeth hocha légèrement la tête, même si quelque chose en elle ne se sentait pas bien. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais à partir du moment où elle entra, quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, ils prirent un simple repas composé de sandwichs au jambon dans la cuisine froide et encombrée. Robert discutait joyeusement du travail tandis qu'Elizabeth restait silencieuse. Quand il allait se doucher, elle se promenait tranquillement dans la maison. Le premier étage comprenait 3 pièces, un grand salon, un petit bureau et une bibliothèque. Elle fut attirée par la bibliothèque, la seule pièce qui semblait relativement préservée. La bibliothèque s'étendait jusqu'au plafond, couverte de poussière, mais autrement intacte. Elle passa soigneusement ses doigts le long des épines jusqu'à ce que la faible lumière jaune révèle quelque chose d'étrange. Derrière la bibliothèque ouest, il semblait y avoir un espace. Elizabeth pencha la tête en fronçant les sourcils. Elle essaya de pousser doucement l'étagère. Ça n'a pas bougé. En regardant de plus près, elle remarqua une fissure à la base du bois, comme si celui-ci avait été traîné auparavant. Rassemblant son courage, elle recula et poussa fort des 2 mains. Un bruit sourd retentit. La bibliothèque bougea légèrement, révélant une petite porte en bois brun rougeâtre, déverrouillée. « Robert » cria-t-elle, mais seul le bruit de l'eau courante répondit. Elizabeth saisit la poignée en laiton rouillé. Sa main tremblait, à la fois à cause du froid et d'un sentiment de terreur sans nom. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant un escalier en pierre qui descendait. Pas de lumière, pas de fenêtre, juste l'obscurité et un froid venant de la terre. Elle hésita quelques secondes, puis retourna chercher son téléphone pour la lampe de poche. Alors que le faible faisceau illuminait les marches, une odeur âcre de moisissure, de bois pourri et quelque chose de métallique se précipita à sa rencontre. Se couvrant le nez, elle commença à descendre. Le sous-sol était un espace étroit et clos avec un plafond bas et des poutres de support en acier rouillé. Elle balaya la lampe de poche, le cœur battant. « Merde » marmonna-t-elle. Le mur de pierre de gauche était couvert de rayures profondes et chaotiques, comme si les ongles non, les griffes l'avaient gratté encore et encore. Les marques étaient longues, inégales et profondes, certaines portant encore d'étranges taches noires. Elizabeth s'approcha et toucha doucement l'une des rainures. Un frisson lui parcourut le dos. Puis elle remarqua un morceau de tissu déchiré coincé dans une fissure, un vieux pull gris pourri. « Robert, descends ici » cria-t-elle, la voix légèrement tremblante. Robert apparut quelques instants plus tard, les cheveux encore mouillés, vêtu de sa robe. « Qu'est-ce que c'est » il a demandé. « Regardez ces marques. »« C'est comme si quelqu'un était coincé ici et essayait de s'échapper » dit Elizabeth, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Robert alluma la lampe de poche de son téléphone et fronça les sourcils. « Ça pourrait être des chats errants ou un gros rat. Vous y réfléchissez trop. »« Un rat ? Un rat a fabriqué ça ?» Elizabeth le regarda avec incrédulité. « Vous êtes juste stressé. Premier jour dans une nouvelle maison, plus la tempête. C'est naturel. Dormez un peu. Vous vous sentirez mieux le matin » a déclaré Robert, rejetant ses inquiétudes. Elizabeth se tut. Elle se sentait rejetée. Écartée. Mais intérieurement, son anxiété ne faisait que croître. Alors qu'elle se levait pour quitter le sous-sol, son téléphone s'est éteint.
Les ténèbres les engloutirent instantanément. « Robert, où est la lumière » a-t-elle appelé. Robert alluma sa lampe de poche, mais la faible lueur éclairait à peine quelques pas devant lui. La batterie est faible. Remontons. Je vérifierai l'alimentation demain. Ils montèrent les escaliers en silence. Elisabeth sentit quelque chose traîner derrière elle, un souffle froid, un léger murmure. Elle se tourna, mais il n'y avait rien. Cette nuit-là, Elisabeth n'a pas pu dormir. Le vent hurlait à travers les vitres et la pluie martelait le toit comme des coups rythmés. Elle regardait Robert dormir paisiblement à côté d'elle, plein de doutes. Le lendemain matin, Elisabeth a décidé d'appeler une vieille amie, Lucy Owen, architecte et spécialiste de la restauration historique. « Lucy, es-tu occupée ? J'ai besoin que tu viennes jeter un œil à cette maison. » « Quelque chose ne va pas, dit-elle. Je travaille à Salem en ce moment, mais si vous avez besoin de moi, je peux venir cet après-midi. Envoyez-moi l'adresse par SMS, répondit Lucy. Cet après-midi-là, Lucy est arrivée. C'était une femme petite et énergique, aux cheveux courts et aux yeux perçants. Waouh, cet endroit a été construit à la fin des années 1800, a-t-elle commenté en se promenant au rez-de-chaussée. Pierre naturelle, charpente en bois d'origine, mais sérieusement humide. Et le sous-sol ? Quelque chose d'étrange là-bas, demanda Elisabeth. Lucy utilisa sa lampe de poche professionnelle et descendit prudemment dans le sous-sol. Elle a examiné chaque égratignure et chaque fissure. Elisabeth, es-tu sûre que personne ne vivait ici avant d'emménager ? Demanda Lucy, la voix teintée d'inquiétude. Je ne suis pas sûre. Robert l'a acheté par l'intermédiaire d'une société immobilière. Ils ont dit qu'il était vacant depuis le début de l'année dernière, a expliqué Elisabeth. Lucy fronça les sourcils et désigna un petit trou dans le plafond du sous-sol. Il s'agit d'un vieux conduit de ventilation, mais le grillage a été coupé. Quelqu'un voulait soit communiquer avec l'extérieur, soit s'enfuir. Elisabeth déglutit difficilement. Pensez-vous que quelqu'un a été emprisonné ici ? Lucy ne répondit pas tout de suite. Elle prit plusieurs photos avec un appareil photo spécialisé, puis se tourna vers Elisabeth. Je ne veux pas vous effrayer, mais quelque chose ne va vraiment pas. Je vais examiner les registres de propriété et l'histoire de cet endroit. Merci, Lucy, murmura Elisabeth, le cœur battant. Lucy lui serra la main avant de retourner à sa voiture, laissant Elisabeth seule à la porte du sous-sol. Elle baissa les yeux vers l'obscurité profonde où les marques de griffes marquaient encore les murs et eut à nouveau l'impression que des yeux invisibles l'observaient. Le lendemain, il pleuvait toujours. Elisabeth écarta à nouveau doucement l'étagère, en prenant soin de ne laisser aucune trace à Robert. Lorsqu'elle rouvrit l'entrée du sous-sol, elle fit une pause. La lampe de poche de son téléphone était maintenant complètement chargée et cette fois, elle descendit de manière plus décisive. Le sous-sol est resté le même, moisissure envahissante, mur de pierre froide. Mais quand elle a balayé sa lumière, quelque chose de nouveau a attiré son attention. Dans le coin le plus à droite, près d'une grande colonne métallique, se trouvait un coffre en bois poussiéreux. Elisabeth s'approcha, la paume moite. Le coffre avait une serrure, mais elle était très rouillée. Elle l'ouvrit avec effort, le couvercle grinçant bruyamment. À l'intérieur se trouvaient des objets anciens, des documents, quelques journaux reliés en cuir et une photographie en noir et blanc scellée dans une pochette en plastique. Bizarre, murmura-t-elle, ses mains tremblantes alors qu'elle prenait la photo. Il représentait une famille de 4 personnes, un père, une mère et 2 enfants. Mais ce qui a refroidi Elisabeth, ce n'était pas la composition, c'était l'expression de l'homme au centre. Ses yeux étaient creux, comme s'il la regardait directement à travers la vieille photo. Un regard froid, presque haineux. Au dos de la photo se trouvaient de faibles mots, Julien Parker, 1978. Julien Parker, murmura-t-elle. L'ancien propriétaire, pensa-t-elle. Elisabeth ouvrit les journaux en cuir. C'étaient des journaux. La première page remontait à février 1976. L'écriture était soignée au début, mais devenait de plus en plus irrégulière et fragile. Elle le feuilleta, lisant silencieusement. Ils ont promis de me protéger. Mais je ne leur fais pas confiance. Hier, la voiture noire était de nouveau garée dehors. Hélène a peur. J'ai peur aussi. Il ne faut pas les laisser le découvrir. Je ne dois laisser personne savoir s'ils découvrent que j'écris ceci. Certaines lignes étaient si violemment grattées qu'elles déchiraient les pages,
comme si l'écrivain avait perdu la tête. Elisabeth se retourna plus vite, la panique grandissant. Vers la fin, elle a lu quelque chose qui lui a fait arrêter le cœur. Hélène m'a dit d'avouer, mais c'est trop tard. Ils viennent ce soir. Je cache tout. Si quelqu'un trouve cela, ne restez pas ici. Elle referma brusquement le journal, les paumes moites de sueur. Elisabeth, où es-tu? La voix de Robert résonnait à l'étage. Elisabeth prit une profonde inspiration. Au sous-sol, je regarde de vieux trucs, a-t-elle rappelé. Robert descendit en fronçant les sourcils. Pourquoi es-tu si obsédé par cet endroit? Tu as besoin de repos. Écoute, dit Elisabeth en lui montrant le journal et une photo. J'ai trouvé ça dans le coffre en bois. Ils appartiennent à Julian Parker, et on dirait qu'il avait peur. Cette maison n'est pas ce que vous pensez. Robert jeta un coup d'œil à la photo et haussa les épaules. À l'époque, les gens écrivaient des trucs dramatiques dans des journaux. Je pense qu'il était juste paranoïaque. Elisabeth recula, déçue. Tu ne vois rien d'étrange? Tu ne ressens pas la façon dont l'homme sur la photo te regarde? Robert soupira. Allez, ne laisse pas libre cours à ton imagination. C'est juste une vieille maison, rien de plus. Ces paroles donnèrent à Elisabeth l'impression qu'elle criait dans le vide. Une solitude rampante s'enfonça en elle, accompagnée d'une peur qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Elle replaça soigneusement le tout dans le coffre et monta silencieusement les escaliers, sans rien dire de plus. Cette nuit-là, Elisabeth appela Lucie, la voix tremblante. Lucie, j'ai trouvé les journaux de Julian Parker. Il savait qu'il était surveillé. Peut-être que sa famille n'a pas disparu par hasard. Lucie resta silencieuse pendant quelques secondes avant de répondre. Je suis en train de parcourir les dossiers, mais beaucoup de dossiers manquent. Cependant, j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider, Monsieur Gabriel Harris, le gardien du cimetière de Mount Auburn. Il vivait près de là dans les années 1970. Il se souvient peut-être de quelque chose à propos de la famille Parker. Voudriez-vous m'accompagner pour le rencontrer? Je viendrai vous chercher demain matin, à 6 heures. Merci, Lucie. Après avoir raccroché, Elisabeth resta immobile dans le noir. La lumière du salon vacilla à nouveau, sur le point de s'éteindre. Elle se sentit soudain gelée, comme si un courant d'air froid venait de lui effleurer le dos. Dans le reflet du miroir de courtoisie, elle aperçut un homme debout derrière elle. Elle s'est retournée, personne. Non, ce n'est pas possible, se murmura-t-elle. Elle recula, alarmée. La lumière s'est complètement éteinte. La pièce était engloutie par l'obscurité. Elisabeth a crié. Robert, Robert. Il sortit précipitamment de la chambre, lampe de poche à la main. Qu'est-ce que c'est? Il y avait un homme dans le miroir. Robert regarda autour de lui. Il n'y a rien ici. Peut-être que tu imagines juste des choses. Je vais vérifier le disjoncteur. Mais Elisabeth savait que ce qu'elle avait vu était réel. Ce sentiment d'être observée. Ses yeux, le même regard froid de la photo, tout prenait vie. Le lendemain matin, Lucie est venue la chercher dans une vieille camionnette. Ils ont roulé pendant plus de 40 minutes jusqu'au cimetière du Mont Auburn, un endroit humide et silencieux entouré de cyprès retombants. Gabriel Harris était un homme âgé et mince avec des cheveux argentés, des épaules voûtées et un chapeau de feutre noir. Lorsqu'Elisabeth mentionna la famille Parker, il fit une pause. Que as-tu dit? Julian Parker? Oui, il vivait au 14 avenue Maple. Il était propriétaire de la maison. Gabriel baissa les yeux, sa voix lourde. Je me souviens d'eux. Des gens étranges. En 1978, ils ont tous soudainement disparu. La police a enquêté mais n'a rien trouvé. Mais il y avait une chose. Quoi? Elisabeth retint son souffle. Avant qu'il ne disparaisse, j'ai vu Julian se disputer avec 3 hommes étranges dans la rue. L'un d'eux avait une arme à feu. La police a qualifié cela de rumeur, mais je sais ce que j'ai vu. Lucie intervint. Savez-vous qui étaient ces 3 hommes? Gabriel secoua la tête. Aucune idée. Mais après cette nuit, la maison était bien fermée à clé. Personne n'osait s'en approcher. Elisabeth regarda Lucie. La même prise de conscience apparut dans leurs 2 yeux. Ce n'était plus seulement le produit de l'imagination.
Sur le chemin du retour, Elisabeth murmura, « Si Julien a été menacé et que sa famille n'a pas disparu à cause d'une malédiction, alors que s'est-il réellement passé ?» Lucie posa une main sur son épaule. « Nous le saurons. Mais il faut être fort. Cette maison ne nous a pas encore tout dit. » Elisabeth hocha la tête, son regard se précisant. Même si elle avait toujours peur, une partie d'elle s'était réveillée. La vérité attendait d'être découverte. Et c'est elle qui devait le faire elle-même. Elisabeth s'est réveillée à 3 heures du matin, le cœur battant comme si elle venait d'échapper à un cauchemar. Dans le noir, elle attrapa son téléphone, mais l'écran resta noir. Elle alluma la lampe de chevet. Pas de lumière. La pièce était enveloppée dans un silence étouffant, brisé seulement par le claquement incessant de la pluie sur le toit. « Robert » murmura-t-elle, la voix sèche de peur. Mais il dormait toujours, ronflant doucement. Les lumières étaient éteintes. Son téléphone était mort. Elisabeth se glissa dans le couloir. L'obscurité engloutissait tout, à l'exception d'un éclat de clair de lune filtrant à travers les fins rideaux. Elle suivit le mur en bas, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes. Au rez-de-chaussée, la lumière du couloir était également éteinte. Il semblait que le courant avait été complètement coupé. Alors qu'elle passait devant la bibliothèque, elle entendit soudain un léger bruit venant du sous-sol, comme un léger grattement. Puis silence. Elisabeth se figea. Elle déglutit difficilement et retint son souffle. 1 minute. 2. Rien. Elle recula lentement, respirant à peine. Le lendemain matin, Robert réarma le disjoncteur principal et secoua la tête. Étrange. Aucun signe de court-circuit. Tout fonctionne bien maintenant. Ce doit être une panne temporaire, et il s'est rallumé tout seul. Elisabeth le regarda. Ouais, peut-être. Robert répondit, mais le regard confus dans ses yeux montrait qu'il n'en était pas certain. Elisabeth ne dit rien. Elle retourna à la bibliothèque, fixant la petite porte qui menait au sous-sol. Elle n'était pas encore prête à redescendre, mais le bruit de grattement de la nuit dernière résonnait dans son esprit. Cet après-midi-là, un voisin a frappé à la porte. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux bruns bouclés, portant un pull bleu. Elle sourit poliment. « Bonjour, je m'appelle Charlotte. J'habite au numéro 12 à côté. J'ai vu votre voiture l'autre jour et je voulais vous accueillir. » Elisabeth était reconnaissante de voir quelqu'un de normal et l'invita rapidement à entrer. « Merci d'être venu. Je m'appelle Elisabeth et voici mon mari, Robert. » Après quelques plaisanteries, Charlotte sirota son thé et regarda autour d'elle. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un emménagerait à nouveau dans cette maison. » Elisabeth fronça les sourcils. « Tu en sais quelque chose ?» Charlotte la regarda en parlant lentement. « Juste de vieilles histoires. La famille qui vivait ici avant de disparaître. Vous les connaissiez. Les Parker. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Julien semblait bizarre. Il regardait tout le monde comme s'il voulait la voir. Une fois, je l'ai vu creuser dans le jardin la nuit. » Elisabeth et Robert échangèrent un regard. Charlotte a poursuivi, puis un jour, la maison a été fermée. Personne ne les a revus. La police a enquêté, mais ils ont conclu qu'ils avaient simplement déménagé sans en avertir personne. Mais je ne le crois pas. J'ai entendu des cris la nuit où ils ont disparu. Elisabeth sentit un frisson lui parcourir le dos. Es-tu déjà rentré à l'intérieur après? Non. Tout le monde est resté à l'écart. Les gens disent que cet endroit est maudit. Robert rit maladroitement. Peut-être que les gens ont juste une imagination débordante. Charlotte regardait Elisabeth. Je ne vous demande pas de croire quoi que ce soit, mais si jamais vous ressentez quelque chose d'étrange, n'essayez pas de le rationaliser. Faites confiance à votre instinct. Après son départ, Elisabeth resta longtemps silencieuse. Lentement, elle monta à l'étage, sortit le vieux journal de Julien de l'étagère et feuilleta la dernière page. Elle relut la ligne griffonnée qu'elle avait déjà vue mais qu'elle n'avait pas entièrement comprise. Ils chuchotent dans le noir. Une fois que vous les entendez, vous ne pouvez plus arrêter de les entendre. Les mots résonnaient dans son esprit comme une sombre incantation. Cette nuit-là, Elisabeth a décidé de laisser fonctionner un enregistreur vocal pendant qu'il dormait pour voir si quelque chose d'étrange se produirait. Elle plaça le téléphone sous son oreiller, alluma l'enregistreur et ferma les yeux.
Le lendemain matin, elle a diffusé l'enregistrement. La première minute n'était que le bruit des ronflements de Robert. Mais vers 3h26 du matin, dans le silence, elle entendit une voix murmurer « Allons-y », son cœur s'est arrêté. Elle a rembobiné l'enregistrement. C'était indéniablement humain faible, presque juste à côté du microphone. Mais seuls Robert et elle étaient dans la pièce. Elle se releva d'un bond et le trouva en train de se brosser les dents. « As-tu dit quelque chose pendant ton sommeil la nuit dernière ?» elle a demandé. « Non, répondit-il, l'air perplexe. « Pourquoi ?» J'ai entendu une voix étrange sur l'enregistrement, a-t-elle déclaré. Robert fronça les sourcils. Elisabeth, tu te rends folle. Je pense vraiment que nous avons besoin d'une pause. Pourquoi ne retournes-tu pas à Boston pendant quelques jours? Elisabeth le regarda, cherchant dans ses yeux la compréhension, mais tout ce qu'elle vit était de l'inquiétude et de l'impuissance. Elle se détourna et glissa le téléphone dans sa poche. Elle n'est pas retournée à Boston. Au lieu de cela, elle est allée voir Lucie. « Tu es sûr que c'était une voix humaine ?» demanda Lucie en plissant les yeux. « Je n'imagine rien. Je l'ai enregistré. Vous pouvez l'entendre vous-même, a déclaré Elisabeth. Lucie écouta l'audio, son visage s'assombrissant. Nous devons revérifier les plans de la maison. Il pourrait y avoir un tunnel ou une pièce cachée. Je connais quelqu'un qui se spécialise dans les enquêtes historiques sur les maisons, Daniel Martin. Je vais l'appeler. 3 jours plus tard, Daniel est arrivé, un homme d'une quarantaine d'années avec une barbe, vêtu d'un t-shirt gris, portant un appareil de mesure EMF, un équipement d'imagerie thermique et de vieux plans. Après avoir inspecté le sous-sol et le rez-de-chaussée, il retourna à la bibliothèque et désigna le mur derrière l'étagère. Ce mur a un espace creux derrière, mais cela ne figure pas sur les plans originaux. Elisabeth cligna des yeux. « Tu veux dire une pièce cachée ?» « Peut-être, » dit Daniel en hochant la tête. « Je vais lancer une analyse thermique. » Daniel a allumé son appareil et a scanné le mur. Sur l'écran, une légère forme rectangulaire est apparue. Confirmé. Il y a un espace vide de la taille d'une petite pièce derrière le mur de pierre. Lucie se tourna vers Elisabeth, d'un ton sérieux. Nous devons percer un petit trou pour voir à l'intérieur. À ce moment-là, Robert entra. Qu'est-ce que vous faites en train de percer le mur? Elisabeth répondit fermement, nous devons savoir ce qu'il y a là-bas. Je ne vis pas dans une maison avec des secrets comme celui-ci. Robert secoua la tête mais ne les arrêta pas. Daniel sortit sa perceuse et perça soigneusement un petit trou. Après quelques minutes, il a inséré l'endoscope à travers l'interstice. Sain. Daniel recula soudainement. Qu'est-ce que c'est? Demanda Elisabeth, tendue. Daniel a connecté son téléphone à la caméra et le leur a tendu. Sur l'écran apparaissait une petite pièce fermée au mur de pierre. Pas de porte, pas de lumière. Au milieu se trouvait un lit en fer rouillé. Sur le mur, encore des marques de griffes. Dans un coin, la lampe d'inspection révéla une chaise attachée avec des cordes. En dessous, un petit objet enveloppé dans du tissu comme un jouet d'enfant oublié. Elisabeth sentit son monde s'effondrer. Elle se détourna, enfouissant son visage dans ses mains. Lucie murmura, « Quelqu'un a été emprisonné là-dedans. » La voix d'Elisabeth était un murmure, pas une seule fois. Peut-être que quelque chose est encore là. La matinée était toujours aussi grise, un épais brouillard recouvrait la route menant à la maison d'Elisabeth. Soudain, la sonnette retentit. Le son fit sursauter Elisabeth. Elle regarda l'horloge. 8h47. Qui pourrait venir nous rendre visite à cette heure, se demanda-t-elle. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Un homme grand et mince d'une 50aine d'années se tenait là, portant un chapeau de feutre noir, un long manteau et des chaussures tachées de boue. Ses yeux creux la regardaient directement. « Bonjour, êtes-vous le nouveau propriétaire de cette maison ?» demanda-t-il d'une voix claire. Elisabeth hocha la tête. « Oui, je m'appelle Elisabeth. »« Et vous êtes Michael Gordon ?» J'habitais de l'autre côté de la rue. Pas dans cette maison, mais je connaissais Julian, a-t-il déclaré. Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent. Elle l'invita à entrer, le cœur battant d'un mélange de curiosité et d'inquiétude. Ils étaient assis dans le salon. Michael était assis bien droit, sans s'appuyer contre la chaise, ses yeux scrutant la maison comme s'il faisait l'inventaire. Finalement, il se tourna vers Elisabeth, la voix basse.
Je sais que je n'aurais pas dû revenir, mais quand j'ai revu les lumières dans cette maison après toutes ces années, je n'ai pas pu rester à l'écart. Vous connaissiez Julian Parker? Demanda doucement Elizabeth. Michael hocha la tête, son regard s'assombrissant. Ce n'était pas un homme bon. Au début, tout le monde pensait qu'il était un homme d'affaires prospère avec une belle épouse et de charmants enfants. Mais derrière cela se cachait de la cruauté, de l'égoïsme et une ambition inextinguible. J'ai lu son journal. C'était étrange, comme s'il pensait que quelqu'un en avait après lui. Elizabeth ouvrit le cahier, désignant quelques entrées. Michael y jeta un coup d'œil, puis soupira. Il s'en est pris lui-même. Dans les années 70, Julian s'est impliqué dans des stratagèmes financiers louches. Il a blanchi de l'argent pour un syndicat du crime à Miami. Mais l'avidité a pris le dessus. Il a caché l'argent, a trahi ses partenaires. Et quand la vérité a éclaté, ils sont venus le chercher. Elizabeth murmura, il voulait du sang. Je me souviens de cette nuit. C'était en décembre 1978. Il y avait de la neige épaisse. J'ai vu 3 hommes étranges entrer dans cette maison. La lumière est restée allumée toute la nuit. Puis ils sont devenus sombres. Le lendemain, personne n'a jamais revu la famille Parker. Elizabeth déglutit difficilement. Elle posa le journal, les mains serrées. La police n'a-t-elle pas enquêté? Michael sourit narquoisement. Julian avait des relations financières. Lorsqu'ils ont disparu, cela a été considéré comme une disparition volontaire. Le temps a passé et les gens ont oublié. Elizabeth se souvint soudain de la voix dans l'enregistrement. Quelqu'un a été emprisonné dans cette maison. Dans la pièce cachée derrière le mur, nous avons trouvé des traces de cordes, du sang séché et un jouet d'enfant. Michael se tourna vers elle et, pour la première fois, la peur apparut dans ses yeux. Ils ont retenu quelqu'un ici. Je ne sais pas, dit-il lentement. Peut-être l'une des personnes venues recouvrer la dette, ou un membre de la famille qui a été puni. Michael se tut, puis dit, vous devriez quitter cet endroit. Ce n'est pas un chez-soi pour une personne ayant une conscience. Elizabeth fronça les sourcils. Vous pensez que je peux m'en aller après avoir appris tout cela? Quelqu'un a souffert ici. A été trahi. Il a demandé de l'aide. Je ne peux pas tourner le dos. Michael secoua doucement la tête. Tu es courageux, mais téméraire. Ne suis pas le chemin de Julian. Il se leva et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il fit demi-tour. Une dernière chose. Si jamais vous entendez des murmures dans la nuit, n'y répondez pas, même s'il vous appelle. Puis il partit, laissant Elizabeth figée dans le salon froid. Cette nuit-là, Robert rentra tard après une réunion à Boston. Elizabeth était assise seule dans la bibliothèque, son esprit tournoyant avec les paroles de Michael. Elle rejouait chaque phrase, chaque regard lointain, chaque craquement du parquet comme des échos du passé. Le courant a de nouveau été coupé à 23 heures précises. Cette fois, Elizabeth n'avait pas aussi peur. Elle attrapa une lampe de poche, son téléphone de secours et se dirigea directement vers le sous-sol. Les escaliers étaient sombres et humides. Elle se tenait devant le mur derrière l'étagère où se trouvait la pièce cachée. Elle y pressa l'oreille. Silence. Elle a frappé 3 fois. Toujours rien. Puis un léger grattage. 1, 2, 3. Elle recula. Pour la première fois, son courage a été véritablement mis à l'épreuve. Respirant lourdement, elle sortit son téléphone pour enregistrer le son. Rien. Elle était sur le point de partir quand Elizabeth. Elle s'est figée. Le murmure était doux, porté à travers le mur de pierre comme une brise, mais il disait son nom. Qui est là? Elle a crié. Pas de réponse. Elle monta les escaliers en courant, son cœur battant comme un tambour de guerre. Lorsque Robert ouvrit la porte et vit son visage pâle, il la prit dans ses bras. Que s'est-il passé? Qu'avez-vous entendu? Murmura Elizabeth, regardant toujours vers le bas, il disait mon nom. Robert la tenait fermement, sans rien dire. Il savait à présent qu'aucune explication n'aurait d'importance. Le lendemain, Elizabeth et Lucie ont de nouveau rencontré Daniel. Je vais essayer de percer le mur et d'ouvrir cette pièce, a déclaré Daniel. Mais j'aurai besoin d'aide. Cela pourrait prendre toute la journée. Lucie a appelé un collègue dans le domaine de la restauration, Samuel Taylor, un expert en archéologie.
Il est arrivé avec des outils légers et un air calme et sérieux. Lorsqu'Élisabeth le salua, Samuel dit « Lucie m'a tout dit. » Cela va au-delà de l'architecture, a répondu Élisabeth. C'est le vestige d'une sombre histoire. Alors nous devons le déterrer, dit Samuel d'un ton ferme. Peu importe ce qu'il y a là-bas. Dans l'après-midi, une partie du mur de pierre était percée. La pièce cachée s'est lentement révélée, la lumière éclairant un espace enfoui dans l'obscurité depuis des décennies. Dans un coin, Samuel trouva un dossier carbonisé. La couverture indiquait « Top secret, janvier 1978 ». À l'intérieur se trouvaient des autorisations bancaires, des copies de comptes offshore et une lettre manuscrite de Julian. Je ne peux plus faire confiance à personne. Même Hélène m'a trahi. La vérité doit être enterrée ici. Élisabeth tremblait en tenant le papier. À ce stade, elle ne savait plus qui était la victime et qui était le monstre. Lucie dit doucement, peut-être qu'Hélène n'a pas disparu. Peut-être que Julian l'a gardée prisonnière. Élisabeth expira. Et peut-être quelle est la voix qui murmure encore dans la nuit. Le bruit des marteaux résonnait dans la pièce secrète derrière la bibliothèque. Samuel et Daniel utilisèrent à tour de rôle leurs outils pour enlever le reste du mur de pierre et élargir l'entrée de la petite chambre. Élisabeth se tenait à proximité, les yeux fixés sur le cadre ouvert où la lumière éclairait chaque détail. Des empreintes de cordes sur un pied de table, du sang séché sur le sol et dans un coin, une pile de documents pourris enveloppés dans un vieux tissu. Il faut être prudent avec ce truc. Si on le manipule trop brutalement, il va s'effondrer, prévient Samuel en enfilant des gants et en soulevant soigneusement le tissu. Il tendit à Élisabeth une pile de papier jauni et roussi. Elle les ouvrit avec des doigts tremblants. Il s'agissait d'une série de factures, de relevés bancaires étrangers et de transferts d'argent programmés. Le destinataire, Julian Parker. Banque, First National Bank of New York, lut Lucie à haute voix. Il cachait de l'argent à l'étranger, a ajouté Samuel. Beaucoup. Regardez les signatures, dit Élisabeth. Certains d'entre eux n'ont pas été signés par Julian seul. Qui d'autre? Demanda Samuel. Un homme nommé Philip Roberts, a déclaré Élisabeth. Un autre était Howard Stevens. Tous deux étaient actionnaires de Parker Construction en 1976. Élisabeth plissa les yeux. J'ai vu le nom de Roberts à la bibliothèque locale. Je pense qu'il a été arrêté en 1981 pour fraude à l'investissement. Samuel se tourna vers le coin de la pièce où se trouvait un coffre-fort rouillé. Il essaya de l'ouvrir, mais ça ne bougeait pas. Nous devrons l'ouvrir, a-t-il déclaré. Pendant que Daniel préparait l'outil de coupe, Élisabeth s'accroupit et ramassa un dernier papier de la pile. C'était une lettre écrite à la hâte, l'encre bleue étant déjà tachée. Si quelqu'un trouve ça, ne faites confiance à personne ayant vécu ici. Ne faites pas confiance à Robert. Il le sait. Élisabeth se figea. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Lucie a saisi la lettre. Élisabeth, es-tu sûre qu'il n'y a pas d'erreur? Non, c'est l'écriture de Julian, dit Élisabeth. C'était dans le même paquet de dossiers qu'il avait laissé derrière lui. Mais pourquoi, elle a demandé. Pourquoi mentionner Robert? Daniel arrêta la scie et se retourna. Tu viens de dire Robert? Élisabeth déglutit et hocha la tête. Samuel la regarda attentivement. Y a-t-il une chance que votre mari ait un lien avec la famille Parker, même indirectement? Élisabeth se leva brusquement comme si quelqu'un l'avait giflé au visage. Il n'a jamais rien dit. Il m'a dit qu'il avait trouvé cette maison uniquement parce qu'elle était bon marché et proche du travail. Lucie posa une main sur son épaule. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais tu dois lui demander. Ce n'est plus un jeu. Ce soir-là, Élisabeth était assise dans le salon, les mains sur les genoux, la tête baissée. Quand Robert entra et accrocha son manteau, elle ne leva pas les yeux. Tu as été dans la bibliothèque toute la journée, demanda-t-il gentiment. Oui. Avez-vous trouvé quelque chose de nouveau? Beaucoup, mais il y a une chose que je veux te demander directement. Robert fit une pause, les yeux soudain alertes. Qu'est-ce que c'est? Connaissez-vous Julian Parker? L'air s'épaissit. Robert mit plusieurs secondes avant de répondre. Non, je ne l'ai jamais rencontré. Es-tu sûr? Insista Élisabeth. Parce que dans la pile de documents que j'ai trouvée, il y avait une ligne qui disait « Ne faites pas confiance à Robert ».
Il sait. Robert se figea, puis se moqua. Encore des bêtises avec cette pile de vieux papiers. Elisabeth, tu es obsédée. Je ne suis pas fou, Robert. Cria-t-elle, les yeux rouges de larmes. Je n'en peux plus. Chaque nuit, il y a des coupures de courant, des chuchotements, des taches de sang, des documents bancaires, et maintenant ton nom est là. Que me caches-tu d'autre? Robert agrippa le bras du fauteuil, son visage pâlissant. Vous accusez votre mari sur la base de papiers déchirés datant d'il y a 40 ans. Très bien, je vais vous le dire. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elisabeth se figea. Robert la regarda droit dans les yeux. Je savais que cette maison appartenait à Julien parce que je suis le cousin d'Hélène. Ma mère et elle étaient cousines germaines. Notre famille a interdit à quiconque de les mentionner après la disparition. Mais quand j'ai vu cette maison à vendre, j'ai su que je devais l'acheter. Pourquoi m'as-tu caché ça? Demanda Elisabeth en tremblant. Parce que je ne voulais pas t'effrayer et parce que j'avais besoin de découvrir ce qui leur était réellement arrivé. Alors, tu étais au courant pour le sous-sol, pour la pièce secrète? A-t-elle demandé. Non, répondit-il. Je savais seulement que la maison avait été bouclée. Mais quand tu as commencé à découvrir des choses, j'ai eu peur que si je te le disais, tu partes. Elisabeth se leva, les larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas peur du passé. J'ai peur qu'on me mente. Et tu as fait en sorte que je ne puisse plus faire confiance à personne. Elle a couru à l'étage et a claqué la porte de la chambre. Sur la table, le journal de Julien s'ouvrit tout seul. Elisabeth s'approcha, les jambes tremblantes. La page s'est arrêtée sur un passage, je ne peux pas laisser Hélène partir. Elle en sait trop. Elle a menacé d'aller voir la police. Je n'avais pas le choix. Sous l'écriture, une nouvelle tache d'encre rouge traversait le papier. Non, murmura Elisabeth, le souffle coupé. Julien a tué sa femme. Elle se couvrit la bouche, les larmes coulant de manière incontrôlable. Le lendemain matin, Samuel arriva avec des informations qu'il avait récupérées dans les archives criminelles de Springfield. J'ai trouvé une copie d'une lettre anonyme envoyée à la Guardia Civile en 1982. L'expéditeur se faisait appeler William et affirmait avoir vu Julien Lokelen dans la pièce située sous la bibliothèque. Elisabeth se tut. Qui est William? Peut-être le vieux jardinier, mais il n'y a pas de nom complet. La police n'a rien fait à l'époque faute de preuves. Lucie intervint, eh bien, maintenant nous les avons, les preuves physiques, les relevés bancaires et la pièce cachée. Samuel hocha la tête. Voulez-vous que je contacte les autorités? Elisabeth regarda autour de la maison. Le mur de pierre avait été ouvert. La pièce secrète n'était plus un secret, mais à l'intérieur d'elle se trouvait toujours un gouffre sans fin. Pas encore. J'ai besoin d'une dernière chose. J'ai besoin de savoir où Hélène est réellement morte. Samuel fronça les sourcils. Vous pensez que son corps est toujours sur la propriété? Je ne pense pas. Je le ressens. Lucie hocha doucement la tête. Nous allons chercher. Mais vous devez être prêt à ce que nous pourrions trouver. Elisabeth croisa leurs yeux, sa voix ferme. J'ai perdu confiance en trop de gens. Je ne peux plus tourner le dos à la vérité. Ce matin-là, le ciel gris s'étendait à l'infini vers l'horizon. Un vent froid bruissait à travers les arbres secs de la cour, hurlant comme des voix venant d'en dessous de la terre. Elisabeth était assise en silence dans la bibliothèque, tenant dans ses mains la lettre anonyme que Samuel lui avait remise. Les mots défilés, William, ont été soulignés 3 fois. Elle relut les dernières lignes, j'ai entendu ses cris sous le sol en pierre. J'ai essayé d'arrêter Julien, mais il a menacé mon fils. Je ne pouvais rien faire d'autre. Elle plia le papier. Tout était clair maintenant. Hélène n'avait pas disparu. Elle avait été emprisonnée et tuée par son propre mari. Et sous cette maison, peut-être gisait-elle encore dans le silence et l'obscurité, enterrée avec le secret dégoûtant d'une famille brisée. Robert entra, tenant une tasse de café. Il regarda Elisabeth pendant un moment, puis parla. « Tu n'as pas dormi du tout. » « Non, répondit Elisabeth, les yeux féroces. « Jusqu'où vas-tu creuser? » « Jusqu'en enfer s'il le faut, jusqu'à ce que je sache tout sur cette maison. À propos de Julien. À propos d'Hélène et de toi. » Robert posa lentement la tasse. « Je te l'ai déjà dit.
J'ai acheté la maison pour découvrir la vérité. Et comptais-tu me cacher cette vérité pour toujours? Si je ne l'avais pas découvert moi-même, tu m'aurais laissé vivre juste au-dessus d'une tombe cachée sans jamais le savoir. Robert ne répondit pas. Son regard s'assombrit. Je ne suis pas Julian, Elisabeth. Non, mais tu répètes ces erreurs, mentir, te cacher et penser que tu peux tout contrôler. L'air était tendu comme un fil tendu. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant? Demanda Robert. La vérité. Tout cela, dit Elisabeth, prononçant clairement chaque mot. Savez-vous où Hélène est morte? Robert se tut. Après une longue pause, il hocha lentement la tête. Il y a eu une fois où j'étais enfant, je suis venu ici. Ma grand-mère, la sœur d'Hélène, a dit qu'après une grosse dispute, Julian a enfermé Hélène. Elle a entendu frapper à la porte du sous-sol, mais elle avait trop peur pour faire quoi que ce soit. Quand elle est revenue, Hélène était partie. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Elisabeth a crié, les yeux injectés de sang. Parce que j'avais peur. J'avais peur que si la vérité éclatait, toute ma famille serait déshonorée. J'ai vécu sous le nom de Parker quand j'étais enfant, victime d'intimidation, rejeté à cause du sombre passé de notre famille. Je voulais juste fermer ce chapitre en enterrant silencieusement le corps d'une femme innocente. Robert se leva et se rapprocha d'elle. Elisabeth, je t'aime. Je voulais seulement te protéger de toute cette laideur. Elisabeth rit amèrement, sa voix se cassant. Tu m'aimes, mais tu m'as laissé dormir juste au-dessus de son cadavre. Tu me laisses entendre des appels à l'aide chaque nuit sans comprendre ce qu'ils étaient. C'est ça l'amour? Elle recula, les larmes coulant comme une rivière. Y a-t-il autre chose que tu caches? Connaissais-tu pour la pièce derrière le mur? Le coffre-fort? Les comptes bancaires? Robert ne croisa pas son regard. Je connaissais ce compte. Je l'ai découvert à l'université en lisant certains de ses anciens documents juridiques. Mais je n'y ai jamais touché. Je le jure. Quoi d'autre? Cria Elisabeth. Robert ne dit rien. Très bien. Alors ce soir, je descendrai moi-même au sous-sol. Je trouverai Hélène. Je mettrai la vérité en lumière, même si je dois démolir tout le sol. Cette nuit-là, Elisabeth a emporté une lampe de poche puissante, des piles de rechange, un petit poignard et le journal de Julian. Elle est descendue au sous-sol à 23 heures précises. Robert ne l'a pas arrêtée, il s'est contenté de rester debout dans les escaliers et de la regarder. Elisabeth, si tu ne reviens pas dans 30 minutes, je descendrai. Pas besoin. Elle poussa la porte de la pièce en pierre derrière le mur et entra dans l'espace froid et silencieux. Sa lampe de poche traversait tous les coins. Elle commença à inspecter le sol en pierre, chaque carrelage, chaque fissure. Finalement, elle a repéré quelque chose d'étrange, une dalle de pierre de couleur légèrement différente du reste. Elisabeth s'agenouilla et tapota dessus. Un son creux résonna. Il y avait un espace vide en dessous. Elle recula, sortit un pied de biche de son sac et commença à détacher la dalle. Après 3 essais acharnés, une fissure s'est ouverte. Une odeur nauséabonde de chair en décomposition s'en échappa. Se couvrant le nez, elle baissa la lumière. En dessous se trouvait une petite fosse. À l'intérieur, un squelette humain recroquevillé enveloppé dans un vieux tissu. À côté, un peigne et un collier pendentif circulaire gravé des initiales épais. Hélène Parker, murmura Elisabeth. Elle s'est retournée et a crié fort. Robert, descends ici. Il se précipita et la vit à côté de la fosse. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu, tu peux regarder? Elisabeth dit froidement, c'est la femme que votre oncle a assassinée. Celle avec qui vous m'avez laissé partager une maison pendant des semaines sans dire un mot. Robert tomba à genoux, les larmes coulant. Je suis vraiment désolé. Elisabeth se leva et le regarda comme une étrangère. Je ne sais pas si je pourrai un jour te faire à nouveau confiance, Robert, mais je sais ce que je dois faire. Le lendemain matin, la police locale, la mairie et la presse se sont rassemblés devant la maison. Samuel, Lucie et même Daniel étaient présents. Elisabeth se tenait dans le salon, tenant un microphone, la voix ferme. Je m'appelle Elisabeth Foster. Ce que je m'apprête à partager n'est pas une rumeur, ni une légende, mais une vérité découverte au sein même de cette maison. Elle a présenté les preuves, les relevés bancaires, les lettres manuscrites de Julian,
la lettre anonyme de William, les photographies de la pièce secrète, les enregistrements audio des chuchotements et enfin le collier d'Hélène. Tout le monde était silencieux. Lucy s'est avancée pour ajouter, il s'agit d'un meurtre qui a été caché pendant près de 50 ans. Hélène Parker a été emprisonnée et tuée par son mari après avoir menacé de dénoncer ses transactions financières illégales. Le policier a tranquillement pris des notes. Une journaliste a levé la main. Après tout cela, as-tu l'intention de quitter la maison? Elisabeth leva les yeux. Non. Cette maison n'est plus une cachette pour le crime. Elle est désormais un symbole de justice. Une salve d'applaudissements, petit mais ferme, a éclaté. Elisabeth se tourna vers Robert, qui se tenait derrière le groupe. Son regard était rempli d'un mélange de regret et de gratitude. Elle n'a rien dit. Il leur restait encore un long chemin à parcourir, mais au moins aujourd'hui la vérité avait été dite. Cette nuit-là, la maison était silencieuse comme si personne n'y avait jamais vécu. Après la conférence de presse de la matinée, les journalistes étaient partis et la police s'était retirée, attendant les résultats médico-légaux de la fosse funéraire située au sous-sol. Samuel et Daniel sont retournés à Springfield et Lucy est restée une nuit de plus, mais elle a dormi dans un hôtel voisin. Une fois de plus, Elisabeth se retrouva seule avec Robert, l'homme qui, bien que toujours appelé Marie, se sentait désormais aussi lointain que le gouffre sous le sol de pierre. Elisabeth était assise seule dans la bibliothèque, tenant le journal de Julian, la dernière page partiellement déchirée. Une douce lampe jaune éclairait son visage fatigué. La pièce n'était plus un coffre-fort de secrets, mais une arène pour les esprits, les morts anonymes, les mensonges dévoilés et les émotions qui avaient pourri dans le silence. Robert entra, ses pas étaient silencieux comme ceux d'un voleur. « Comment pourrais-je dormir » répondit-elle sans le regarder. « Je ne sais pas. » Il s'assit sur la chaise en face d'elle, les doigts entrelacés. « Je sais que j'avais tort, mais je ne sais pas par où commencer pour y remédier. » Elisabeth ferma le journal et le posa sur la table. « Vous n'êtes pas obligé de faire les choses correctement. Vous devez juste répondre à une question. Demandez-le. Quand tu as su qu'Hélène avait été assassinée par Julian et qu'elle risquait d'être enterrée sous le sol, pourquoi n'es-tu pas allé voir la police ?» Robert resta silencieux. Puis il parla, d'une voix à peine un souffle. « Parce que je pensais que si je le faisais, personne ne croirait plus jamais en ma famille. Le nom de Parker était déjà souillé. Je voulais juste l'enterrer profondément. Et enterrer votre femme avec, dit Elisabeth, comme un couteau. » Robert n'a pas répondu. « Tu ne comprends pas, Robert. » Continua-t-elle, les yeux flamboyants. « J'habitais ici. Cela m'envahissait chaque nuit. J'entendais les cris, les murmures, les grattements sur les murs. Je pensais que je devenais fou. Et pendant tout ce temps, tu le savais et tu as laissé faire. » Robert baissa la tête, la voix tremblante. « J'avais peur. Peur que tu me quittes. Peur que tu détestes ma lignée. » Elisabeth se leva brusquement. « Non, Robert. Ce qui me donne envie de te quitter, ce n'est pas ton sang. C'est ta lâcheté. » Elle sortit de la bibliothèque sans se retourner. Vers minuit, Elisabeth se tenait sur le balcon du 2e étage, regardant le jardin sombre. Le vent hurlait à travers les fissures des fenêtres, apportant un froid mordant. Les arbres se balançaient comme des bras morts essayant de se frayer un chemin hors de la terre. Elle a appelé Lucy. « Je ne peux pas rester ici ce soir. C'est étouffant. J'ai peur de la personne à côté de moi. » Lucy a répondu immédiatement. « Je viens te chercher. Je serai là dans 15 minutes. » Elisabeth raccrocha, attrapa son manteau et son sac et descendit. En passant devant la bibliothèque, elle entendit un bruit étrange. Clac, clac, clac. Elle s'est figée. Le bruit provenait de l'intérieur de la pièce cachée derrière le mur de pierre que la police avait temporairement scellé avec un panneau de bois. Ce matin-là, Elisabeth recula, puis avança. Elle ne pouvait pas courir éternellement. Elle dut y faire face une dernière fois. Elle entra dans la pièce, alluma la lampe de poche de son téléphone. La poutre illuminait le mur en bois. Clac, clac, clac. Cette fois, le son était plus clair, comme celui des ongles tapant sur du bois. « Y a-t-il quelqu'un là-bas » demanda-t-elle, la voix tremblante. Aucune réponse. Elle rassembla tout son courage et tapota 3 fois, clac, clac, clac. Silence. Soudain,
l'électricité de la maison a été complètement coupée. Elisabeth a crié « Robert !» Aucune réponse. Elle alluma sa lampe de poche et sortit en courant de la pièce en l'appelant. Puis elle a entendu quelque chose s'écraser à l'étage. Elle courut jusqu'à la chambre et la porte était grande ouverte. Personne n'était à l'intérieur. Le lit était en désordre. La lampe de chevet était tombée par terre. Sur le mur, écrit avec du sang ou quelque chose de rouge foncé, se trouvaient les mots « Nous ne sommes pas en repos ». Elisabeth halta et recula en trébuchant. Elle se précipita en bas pour retrouver son téléphone. L'écran a été brisé. Aucun signal. Puis elle entendit des pas venant du sous-sol. Lentement et prudemment, Elisabeth se dirigea vers la bibliothèque. La porte du sous-sol était ouverte. Elle descendit les escaliers, la lampe de poche vacillant. Robert, elle a appelé. Personne. Elle entra dans la pièce en pierre. L'air était si froid qu'il lui piquait la peau. Au centre de la pièce, au sol, gisait Robert, recroquevillé, le front en sang. Ses yeux étaient grands ouverts, la bouche grande ouverte. Elisabeth courut vers lui et le secoua. Robert, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Il haleta. Quelqu'un m'a poussé. Elisabeth regarda autour d'elle. Personne. As-tu vu leur visage? Elle a demandé. Non, répondit-il. Mais les chuchotements, ils sont revenus. Elle le releva et l'aida à monter les escaliers. Lucie arriva à ce moment-là, franchissant la porte d'entrée. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Appelle une ambulance maintenant. Elisabeth a crié. 1 heure plus tard, Robert a été transporté à l'hôpital local. Ses blessures étaient mineures, mais son état mental était extrêmement paniqué. Le médecin lui a diagnostiqué une crise de panique aiguë. Robert ne cessait de répéter « C'est là-bas, Hélène » ou autre chose, ça ne lâche pas. Lucie tenait les épaules d'Elisabeth alors qu'elles étaient assises dans le couloir. « Tu ne peux pas rester dans cette maison ce soir, » dit Lucie. « Je sais, » répondit Elisabeth d'une voix lourde. « Mais Hélène, je ne pense pas qu'elle soit encore vraiment libre. » Lucie regarda son amie, la voix basse. « Peut-être que la vérité ne suffit pas. Peut-être qu'il faut pardonner. » Elisabeth hocha la tête, les larmes coulant. « J'y retournerai une dernière fois pour lui dire qu'on sait qu'elle n'est pas oubliée. » Le lendemain après-midi, Elisabeth rentra seule à la maison. Pas de police, pas de journaliste, juste elle et la maison vide. Elle descendit au sous-sol, entra de nouveau dans la pièce en pierre et s'agenouilla près de l'ancienne fosse funéraire. Elle murmura, « Hélène, je sais que tu as vécu quelque chose de terrible. Je ne fais pas partie de ta famille, mais j'en suis un témoin et je promets que ton nom ne sera pas oublié. » L'air était glacial, mais ensuite une douce brise s'est levée, allumant une bougie à proximité ou une bougie que personne n'avait allumée. Elisabeth se leva et regarda autour d'elle une dernière fois. Pour la première fois depuis de nombreuses nuits, elle n'entendit aucun murmure. Elle monta les escaliers, ferma la porte du sous-sol et, pour la première fois, la verrouilla de l'extérieur. 3 jours après que le corps d'Hélène ait été déterré et que Robert ait été hospitalisé suite au choc, Elisabeth a à peine quitté la maison. L'intérêt du public s'était temporairement estompé, mais au sein de la vieille maison, le silence n'avait jamais été aussi pesant. Cet après-midi-là, Lucie revint avec une grande femme d'âge moyen avec des cheveux bruns soignés, des lunettes fines et un épais dossier. « Elisabeth, laisse-moi te présenter, » dit Lucie. « Voici Laura Edwards, une historienne de Boston. Elle a écrit des livres sur les disparitions mystérieuses dans les banlieues dans les années 70. » Laura lui tendit la main. « Très heureuse de vous rencontrer, Elisabeth. J'ai suivi votre cas dans les journaux. Votre courage a gagné le respect de tout notre institut de recherche. » Elisabeth lui serra la main, montrant toujours une pointe de scepticisme. « J'ai juste fait ce qui était bien. Mais si vous pouvez m'aider à vraiment comprendre ce qui s'est passé ici, alors peut-être que je me sentirai en paix. » Laura hocha la tête et ouvrit son dossier. « J'ai examiné tous les documents relatifs à la famille Parker entre 1974 et 1979. Il y a plusieurs découvertes remarquables. » Elle en sortit une photocopie avec des marques rouges. Il s'agit du premier rapport d'enquête datant de 1979. Il indique que Julian Parker a retiré tout l'argent de 3 comptes suisses, pour un total de près de 2 millions de dollars à l'époque, mais que l'argent n'a jamais été transféré aux États-Unis. La banque l'a confirmé, il a disparu avec Julian.
Il a pris l'argent, a tué sa femme et s'est enfui, a demandé Elisabeth. Laura secoua la tête. Pas tout à fait. Il n'a jamais été confirmé que Julian était vivant dans aucun autre pays. Ce n'est qu'une théorie, mais un détail ressort. Elle a brandi un autre dossier. Julian ne travaillait pas seul. Il y avait 3 cofondateurs de Parker Construction Company, Philip Roberts, Howard Stevens et un nom moins connu, Lewis Henderson. Il a disparu en même temps que Julian. Lucie fronça les sourcils. Je n'ai jamais vu ce nom dans aucun des documents que nous avons trouvés. C'est exactement pourquoi j'ai trouvé cela suspect, a poursuivi Laura. Lewis Henderson s'occupait de la comptabilité de l'entreprise. Il était connu comme l'ombre financière. Elisabeth se tut, puis demanda doucement, « Pensez-vous que Lewis a trahi Julian ?» Laura hocha la tête. Oui, parmi les fichiers que j'ai découverts, il y a un document montrant que Lewis a transféré 400 000 $ sur un compte au nom de C. Delgado aux Bahamas. Et devinez quoi? Elle passa à la page suivante. Vous voyez, Delgado était le pseudonyme de Howard Stevens lorsqu'il a enregistré une société immobilière au début des années 1980, moins de 2 mois après la disparition de la famille Parker. Elisabeth expira brusquement. Ils se sont retournés contre Julian et ont tout pris. Continua Laura d'un ton grave. Je crois qu'ils avaient prévu de tuer Julian, mais il l'a découvert. Il a riposté, a enfermé Hélène, a caché l'argent et s'est préparé à fuir. Mais quelque chose s'est mal passé et tout s'est effondré. Lucie a ajouté, peut-être que Lewis a tué Julian pour régler les problèmes. Elisabeth secoua la tête. Non, si Julian a été assassiné, où est son corps? Et Hélène, elle a été enfermée et est morte. Mais pourquoi Julian ne l'a-t-il pas tué s'il était si cruel? Laura fit une pause et réfléchit, puis répondit, peut-être que Julian pensait qu'il reviendrait. Peut-être qu'il prévoyait de garder Hélène en otage au cas où il aurait besoin d'un levier. Elisabeth murmura, et puis il a disparu. Parce que ses complices l'ont fait taire. Laura hocha la tête. Très probablement. Elisabeth se laissa tomber sur une chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Pouvons-nous le prouver? Y a-t-il un moyen de mettre tout cela en lumière? Laura a sorti un autre dossier. C'est la partie la plus importante. Un document de transfert d'argent provenant d'un compte suisse portant l'empreinte digitale de Julian correspondant à l'ADN d'un fragment d'ongle récupéré par la police dans la pièce en pierre, qui confirme que Julian est revenu dans cette maison après la prétendue disparition. Et il a laissé des preuves. Lucie était stupéfaite. Alors Julian est peut-être revenu après que tout le monde pensait qu'il s'était échappé. Laura hocha la tête. Exactement. Et il est possible que ce soit à ce moment-là qu'il ait été tué. La voix d'Elisabeth tremblait. Tu penses que le corps de Julian se trouve aussi quelque part dans cette maison? Laura saisit la main d'Elisabeth, sa voix ferme. Oui. Et si c'est vrai, alors cela s'arrête là. Tous les crimes dévoilés. Ils ne pourront plus fuir. Elisabeth regarda profondément Laura dans les yeux et sentit qu'elle avait enfin trouvé un véritable allié. Non pas parce que Laura était une experte, mais parce qu'elle aussi se battait pour la justice, non pas pour la gloire, ni pour l'argent, mais pour les âmes oubliées. 2 jours plus tard, Samuel et Daniel sont revenus avec une équipe archéologique pour aider à l'enquête. Laura les a conduits au sous-sol, identifiant un endroit suspect sur la base des données d'imagerie thermique d'un scan précédent. Dans le coin droit de la pièce en pierre, près du sol, la caméra thermique a montré une zone de température inhabituelle suggérant un espace vide en dessous. Nous forons ici, a déclaré Samuel. 1 heure plus tard, la perceuse a percé la pierre. À l'aide d'une sonde, ils ont détecté un vide d'environ 70 cm de profondeur. Il y a quelque chose là-dessous, s'est exclamé Daniel. Lucie retint son souffle. Creuser. Chaque couche de saleté enlevée a fait ressortir une couche d'histoire enfouie. Au crépuscule, ils ont découvert une vieille boîte en métal. À l'intérieur se trouvait un squelette humain. Laura a sorti un sac de preuves contenant une bague en or gravée des initiales, JP, une montre-bracelet suisse arrêtée depuis 1979 et un fragment d'os cassé avec du sang séché. Elisabeth s'agenouilla, regardant les restes. Julian Parker, murmura-t-elle. Lucie posa une main sur son épaule. Maintenant, ils ont tous été retrouvés. Laura parla doucement. Et nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire éclater la vérité.
La nouvelle du deuxième squelette découvert dans le sous-sol du 14 avenue Maple se répandit rapidement dans toute la ville. De grands journaux comme le Globe de Boston et Héros de Boston a titré « Disparition de la famille Parker en 1978 ou une horrible vérité découverte après 47 ans ». La télévision locale a campé devant la maison pendant des jours. La police a confirmé que l'ADN des restes correspondait au dossier des parents maternels de Julian Parker. L'enquêteur principal Henry Lewis s'est adressé à la presse. Nous disposons de suffisamment de preuves pour confirmer que Julian Parker a été assassiné et enterré dans sa propre maison peu de temps après avoir tué sa femme, Helen Parker. Lors d'une conférence de presse spéciale tenue à l'hôtel de ville de Boston, Elizabeth, Laura et Lucy ont été invitées comme témoins officiels. La salle était bondée. Objectif de caméra dirigé directement vers le podium. Elizabeth, vêtue d'un chemisier blanc et les cheveux soigneusement attachés, se tenait devant le micro avec un air calme, presque froid. Mais à ses yeux, la fatigue se mêlait à la détermination, calmant toute la pièce. Je suis ici aujourd'hui non pas en héros, mais en preuve vivante que le passé, aussi profondément enfoui soit-il, peut ressusciter, a-t-elle déclaré. Elle a brandi 2 photos, une d'Hélène, une de Julian. Il ne s'agit pas seulement de 2 personnes qui sont mortes. Elles représentent des vérités opposées, la victime et l'agresseur. Mais sans la lumière de la vérité, tous 2 deviennent des ombres oubliées. Les journalistes ont levé la main. L'un d'entre eux a demandé « Êtes-vous apparenté à la famille Parker d'une manière ou d'une autre ?» Elizabeth répondit fermement. « Non, j'étais juste quelqu'un qui vivait dans leur maison, et c'est exactement pourquoi je ne pouvais pas rester silencieux. » Laura s'est approchée. « Nous avons tout trouvé, des relevés bancaires, des lettres manuscrites, des preuves de virements électroniques, et même des traces biologiques. Ce qui était caché pendant des décennies est désormais révélé. » Lucy s'approcha du podium, son expression résolue. « Nous avons découvert un autre détail crucial. Le dernier complice survivant, Howard Stevens, qui dirige actuellement une société immobilière à Miami, a reçu un virement bancaire de Lewis Henderson en 1979. La procédure judiciaire est désormais transmise au tribunal pénal. » Un murmure se répandit dans la pièce. Un autre journaliste a demandé « Mademoiselle Elizabeth, avez-vous l'impression d'avoir été utilisée par votre mari puisqu'il est un descendant de cette famille ?» L'atmosphère est devenue lourde. Elizabeth releva la tête, sa voix lente mais tranchante. « Je me sens trahi, mais c'est cette douleur qui m'a poussé plus profondément. C'est le silence de sa famille qui a tué Hélène. Et j'ai refusé de garder plus jamais le silence. » Après la conférence de presse, le dossier a été officiellement rouvert avec 3 suspects, Howard Stevens, complice financier, Lewis Henderson, comptable, principal suspect du meurtre de Julian, et William Anderson, ancien jardinier, témoin silencieux. À peine 2 semaines plus tard, la police a arrêté Howard dans une villa de la banlieue de Miami. Il n'a pas résisté. Dans ses aveux, Howard a baissé la tête et a admis « Julian était dangereux. Il a menacé de nous dénoncer tous à moins que nous partagions l'argent. » Lewis ne pouvait pas supporter la pression. C'est lui qui a tué Julian. Je suis resté silencieux. Elizabeth regardait les informations depuis chez elle, le cœur lourd. Elle ne se sentait pas victorieuse, elle n'a vu qu'une longue chaîne de mauvais choix et de gens qui ont choisi le silence plutôt que le courage, laissant la douleur persister pendant des décennies. Robert est rentré chez lui à la fin du mois après près de 3 semaines de traitement psychologique. Il était visiblement plus mince, ses yeux plus doux, bien que toujours hanté. Elizabeth le salua en silence. Ils sont restés assis dans le salon, sans parler pendant 10 minutes. Finalement, Robert rompit le silence. « Je sais que je ne mérite pas de revenir, mais si vous me le permettez, je veux arranger les choses petit à petit. » Elizabeth le regarda, plus en colère, mais pas non plus prête à pardonner. « Comprenez-vous vraiment ce qui s'est passé, Robert ?» Il hocha la tête. Hélène n'était pas qu'une victime. Elle était la voix que toute votre famille avait écrasée. Et en gardant le silence, j'en faisais partie. Tu as raison, dit doucement Elizabeth. Je veux recommencer, ne pas oublier le passé, mais vivre d'une manière qui honore ce que tu as fait. Elle ne répondit pas tout de suite, mais à l'intérieur, une porte s'ouvrit en grinçant. 1 mois plus tard, Elizabeth était officiellement invitée à prendre la parole à l'université Harvard lors du symposium. Histoire sans nom. Lorsque les gens ordinaires font face à la vérité, Laura s'assit à côté d'elle, écoutant fièrement.
Nous pensons souvent que l'histoire appartient au livre, a déclaré Élisabeth. Mais la vérité est qu'elle se trouve sous nos pieds, dans chaque pierre, chaque peur, chaque obscurité inexprimée. Et parfois, il suffit d'une personne qui refuse de fermer les yeux pour que tout soit révélé. Après la conférence, de nombreux étudiants sont venus demander des autographes. Certains l'ont même serré dans ses bras en pleurant. À ce moment-là, Élisabeth réalisa qu'elle avait fait ce que personne d'autre n'avait fait en 47 ans, donner la parole aux morts. Lucie et Daniel se sont chargés de rénover la maison. Élisabeth a décidé de ne pas le vendre. Elle voulait y vivre, non pas comme avant, mais comme gardienne de la mémoire. Nous allons tout reconstruire, a déclaré Lucie. Le sous-sol deviendra une mini-exposition. La salle en pierre, nous la supprimerons et créerons à la place un jardin commémoratif. Un jardin pour Hélène, murmura Élisabeth. Robert s'est porté volontaire pour aider à la construction et, pour la première fois, Élisabeth a acquiescé. 3 mois plus tard, la maison était complètement différente. Les vieux murs ont été repeints, les fenêtres plus grandes, la lumière du soleil entre à flot. Le salon, où se tenaient autrefois les conférences de presse, arborait désormais un portrait d'Hélène accompagné de la mention « Nous ne sommes plus silencieux ». Une petite cérémonie a eu lieu avec les voisins et les journalistes qui suivaient l'histoire depuis le début. Élisabeth monta sur le balcon du 2e étage, souriant à la foule en contrebas. Laura se tenait à côté d'elle et lui demanda gentiment « Ça va ?» « Plus que bien, répondit Élisabeth. Je me sens léger. Comme si cette maison pouvait enfin respirer. Dans le jardin, le vent faisait bruisser les arbres nouvellement plantés. Au cœur du mémorial, une dalle de pierre était gravée du nom « Hélène Parker, 1938 à 1978 ». Enterrée dans le silence. Libérée par la vérité. Élisabeth posa sa main sur la pierre et murmura « Repose-toi maintenant, Hélène. Nous t'avons entendu. » Cette histoire montre le pouvoir de la vérité et du courage. Le silence face au mal ne fait que prolonger le crime. Même si affronter le passé, aussi douloureux soit-il, est le seul chemin vers la guérison. Élisabeth n'a pas couru. Elle a choisi de se battre. Même après sa trahison, elle est restée déterminée à demander justice pour ceux qui étaient morts. La plus grande leçon, le passé est peut-être enterré, mais il ne sera jamais oublié tant que quelqu'un osera l'écouter et agir en son nom.